Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue pour ce podcast sur le thème de la vacuité. Je suis Alexandre, l'enseignant principal du centre de méditation Kadampa à Nantes, et aujourd'hui on va parler en fait de que faut-il entendre par vacuité. Ce n'est pas le néant. Donc la vacuité est un thème très cher au sein du bouddhisme et souvent mal compris, et Bouddha n'est pas en train de parler du néant. Vacuité n'est pas synonyme de vide ou de néant. Bien au contraire, c'est une sagesse, donc une compréhension de quelque chose qu'il est nécessaire, absolument nécessaire pour être heureux. Donc bien que ça puisse être un thème que l'on trouve un petit peu ardu parfois ou intellectuel, philosophique, et pourtant en fait, il y a vraiment une expérience pratico-pratique à obtenir de cette compréhension de ce qu'est la vacuité, quoi. Donc là, j'aimerais terminer ce podcast tout à l'heure justement avec quelques questions fréquentes et y répondre très brièvement. Voilà, pour enlever toute mauvaise compréhension ou objection que nous pourrions avoir, quoi. Donc, qu'est-ce que la vacuité? Donc, la vacuité, il n'est pas le néant, d'accord? Mais c'est bien une sagesse, donc c'est-à-dire une compréhension de quelque chose euh, qu'il est nécessaire de réaliser pour être heureux. Donc, pour être heureux, nous n'avons pas besoin de tout comprendre, nous n'avons pas besoin d'exceller dans tous les domaines de compétences, que ce soit culinaire, bricolage, les langues, l'informatique. Non, bien sûr que toutes ces choses sont utiles et nécessaires. Néanmoins, pour avoir un job, mais euh, d'un point de vue plus intérieur, plus spirituel, euh, toutes ces compétences ne vont pas forcément faire de nous quelqu'un de plus heureux. Alors que des connaissances spirituelles, eh bien, au contraire, puisqu'elles nous aident à avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes, eh bien, vont nous aider à être heureux. Et la vacuité, justement, donc, est une compréhension qui va nous rendre pleinement heureux. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, ou c'est peut-être tout nouveau pour certains, mais euh, nous comprenons que dans le bouddhisme, que l'origine de nos problèmes n'est pas tant extérieure, mais surtout intérieure, et proviennent donc de ce que l'on appelle les perturbations mentales. Donc, nous pouvons penser à la colère, l'attachement, l'ignorance, pour déjà citer ces trois. Et toute perturbation mentale, et même toutes les émotions négatives que nous ressentons, la peur, le stress, le doute, la solitude, et ainsi de suite, en fait, prennent leur origine dans ce qu'on appelle dans le bouddhisme la saisie d'un soi. Alors vous me direz, c'est une expression un petit peu compliquée, c'est quoi la saisie d'un soi? Mais, vous allez voir, on va essayer de revenir à quelque chose de simple en utilisant donc un livre extrêmement bénéfique, écrit par vénérable Geshe Khalsa Gyatso, donc qu'il est possible de trouver ou télécharger gratuitement en ligne en tapant un bouddhisme moderne. Il y a une version électronique qui est disponible. Et donc dans ce livre, un bouddhisme moderne, donc on retrouve donc à la page 120 de la toute dernière édition ces quelques mots. Et puis après, je vais les commenter. Donc, où il est dit: la vacuité est la manière dont les choses existent réellement. C'est la manière dont les choses existent par opposition à la manière dont elles apparaissent. Donc nous croyons naturellement que les choses que nous voyons autour de nous, comme par exemple les tables, les chaises et les maisons, existent vraiment, parce que nous croyons qu'elles existent exactement de la manière dont elles apparaissent. Toutefois, la manière dont les choses apparaissent à nos sens est trompeuse et en contradiction totale avec la manière dont elles existent effectivement. Les choses paraissent exister de leur propre côté, sans dépendre de notre esprit. Par exemple, ce livre qui apparaît à notre esprit semble avoir sa propre existence indépendante, objective. Il semble être à l'extérieur, alors que notre esprit semble être à l'intérieur. Nous avons l'impression que ce livre peut exister sans notre esprit. Nous n'avons pas l'impression que notre esprit soit le moins du monde impliqué dans l'existence de ce livre. Eh bien, cette façon d'exister
indépendante de notre esprit, est appelée de diverses manières: existence vraie, existence intrinsèque, existence de son propre côté, ou existence du côté de l'objet. Donc voilà pour la lecture de ce passage que nous allons pouvoir brièvement commenter. Donc là, la saisie d'un soi, en fait, c'est le fait de ressentir instinctivement, sans faire d'effort. Donc on est avec ça, avec cette habitude, et tout le monde a cette fâcheuse habitude de ressentir que tout existe à l'extérieur, comme si nous, on était de ce côté-ci, à l'intérieur, et tous les phénomènes, tout, hein, tout ce qui nous apparaît, les personnes, les environnements, les voitures, tout, semble exister à l'extérieur. Et idem pour nos sensations. On a vraiment l'impression que nos sensations, quand quelqu'un nous critique, eh bien que les mots qui sortent de la bouche de la personne sont comme une flèche qui est décochée, qui nous touche et qui nous blesse malheureusement, et que les mots en eux-mêmes, en fait, ont un pouvoir de nous blesser. C'est-à-dire qu'à cause de cette saisie d'un soi, de saisir notre propre jeu, le jeu des autres, eh bien en fait, on ressent que même nos sensations, agréables et désagréables, hein, ça marche pour les deux, proviennent de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne remarque pas, en tout cas en se posant, on va petit à petit le voir. En fait, non, ça vient pas de l'extérieur, c'est que ces mots ou cette critique, eh bien en fait, vient faire ricocher sur quelque chose en nous, quoi. Pourquoi? Parce que s'activent en nous à ce moment-là des perturbations mentales. Mais s'il n'y avait pas de perturbations mentales, les mots resteraient des mots, sans pour autant tomber dans l'indifférence, mais l'esprit resterait paisible, quoi. C'est-à-dire que quelque part, à cause de la saisie d'un soi, donc, on ressent que tout est à l'extérieur, et donc on se sent piégé dans un monde qui finalement va dicter, comment est-ce qu'on se sent. Oui, et pourtant, dans notre expérience, heu, nous pouvons avoir des sensations très différentes sur les mêmes objets. Oui. Une personne va aimer quelque chose, alors qu'une autre personne pas du tout. Et même nous, nos propres goûts changent sur le même objet, la nourriture, la boisson. Oui. Donc si les choses existaient vraiment comme elles semblent l'être, c'est-à-dire à l'extérieur, sans dépendre de nous, sujets, qui observons en fait l'objet, hein, c'est-à-dire ce qui apparaît à l'esprit, on serait bloqué en fait. Ou même quand on rentrerait au contact d'un objet, alors là dans ma main, j'ai un petit marque-page que je trouve très joli, mais il y a des fois quand je le regarde, je m'en fiche en fait, j'y prête pas plus attention, je l'utilise, je le mets dans mon livre, et puis c'est tout, c'est fait quoi. Et puis par moments, au contraire, je le regarde, je prends le temps, je dis: «Oh tiens, c'est joli, les couleurs, la forme». Vous voyez? Donc on peut avoir des sensations, des émotions, hein, très différentes au contact du même objet. Donc si vraiment nos sensations existaient du côté de l'objet, eh bien on devrait tout le temps avoir les mêmes sensations, et ce qui est pas du tout le cas. Donc pour reprendre un petit peu et paraphraser pour pas trop nous perdre, pour que ça reste simple, pour comprendre ce que l'on entend par vacuité, eh bien, c'est qu'il n'y a rien de figé, de solide, mais à cause de la saisie d'un soi, eh bien, on va quelque part, rendre, figé, solide, tout ce qui apparaît à l'esprit. Donc là, on peut faire un lien avec, d'autres états d'esprit. Par exemple, hem, avec la colère, on va pas juste dire, hem: «Il a de la colère», heu, «Il est en colère», «Il est colérique». Donc là, on voit qu'il y a une progression. Au départ, on sent que la personne, on a de la distance avec notre colère. J'ai de la colère qui traverse mon esprit, et puis ça se renforce. Je suis en colère. Là, on sent qu'il y a un jeu déjà un peu plus fort là, et puis je suis, colérique. Là, on sent clairement qu'il y a encore un jeu plus fort, et même qui s'associe à la colère, qui devient colère, qui est colère, et même nous allons jusqu'à dire, «Je suis vraiment comme ça». Ouais. Donc là, du fait de cette émotion négative qu'est la colère et qui se répète, on voit bien qu'il y a un processus graduel où le jeu devient de plus en plus fort jusqu'à faire qu'on s'identifie à, et on va dire, c'est ma nature. D'autant plus que si cette colère se répète, elle est là aujourd'hui dans mon paysage intérieur, elle était là hier, avant-hier, bon bah, c'est pas juste une tendance, c'est ma nature. Et donc, c'est facile de se décourager à ce moment-là et de dire, bah, je ne peux rien y faire, c'est moi quelque part, quoi. De cette explication, nous pourrions penser la même chose avec l'attachement, par exemple. J'ai absolument besoin de ça pour être heureux. J'ai absolument besoin, de ça. Donc on voit bien l'esprit quoi, qui est très dépendant de quelque chose d'extérieur et qui s'accroche très fortement.
comme si en nous-mêmes, on avait besoin de saisir en fait tous les objets pour être bien. Oui. Idem avec la colère. Nous pouvons penser, ça va forcément m'arriver. Donc là encore, on voit bien qu'il y a un fort jeu qui est en train de saisir, un stress, une crainte de quelque chose qui pourrait arriver à l'avenir. Donc comme si en fait, au moment présent, nous étions déjà quelque part conditionnés, préconditionnés à ce que les choses se passent d'une certaine manière. Donc j'espère que c'est pas trop technique, mais pourquoi est-ce que c'est un vrai problème en fait, de ne pas réaliser, ce qu'est la vacuité, hein, la vraie nature des choses? Eh bien, c'est parce que nous sommes en train de solidifier les choses comme étant à l'extérieur. Il est vraiment comme ça. J'ai absolument besoin de ça. Ça va forcément m'arriver. Et donc là, on rend le monde extérieur finalement solide. Hem, et forcément, à ce moment-là, bah, on se sent bloqué. Donc comprendre la vacuité va nous permettre en fait de se rendre compte que tout est apparence à l'esprit. Alors, ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas, d'accord? Bouddha n'est pas en train de dire que les choses n'existent pas, et c'est souvent l'erreur, hein, classique que l'on commet quand on entend le terme vacuité ou qu'on commence à s'intéresser donc à ces enseignements. Donc Bouddha n'est pas en train de dire que les choses n'existent pas, mais Bouddha est en train de remettre en question donc le mode d'existence des choses. Il ne remet pas en question l'existence des choses, bien sûr qu'on existe, on n'est pas fou. Donc on peut se pincer sur la joue, oui, oui, je suis bien vivant. Mais c'est le mode d'existence des choses. Donc en fait, tous nos problèmes ne viennent pas du fait d'être une bonne ou une mauvaise personne, c'est pas ça la question en fait. C'est juste que nous avons cette, fâcheuse tendance en fait à observer quelque chose et à ne pas bien comprendre, en fait, ce que l'on observe. Donc, je tente un parallèle avec, une mauvaise vue, donc là, je suis allé changer mes lunettes hier, et je suis bien content du coup. Heu, si j'ai, besoin de lunettes parce que ma vue baisse, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, d'accord? Ça fait juste de moi, une personne qui a besoin de lunettes. Voilà, c'est tout et c'est très pratique. Donc en fait, là, il y a une mauvaise vue déposée sur la conscience de l'œil, sur la conscience visuelle. Et bien là, la saisie d'un soi, hein, qui est une perturbation mentale, à partir de laquelle se développe la colère, l'attachement et autres, et toutes nos peurs, hein, eh bien, c'est une mauvaise vue, d'accord, qui est déposée sur la conscience mentale. Donc ce parallèle avec une mauvaise vue déposée sur la conscience de l'œil, en fait, il n'est pas fortuit, mais il a tout son sens. Parce que avoir une mauvaise vue et besoin de lunettes, ça fait pas de nous une mauvaise personne. Eh bien, idem. Au fond de nous, eh bien, c'est juste qu'il y a cette mauvaise vue déposée sur la conscience mentale, la saisie d'un soi, on ne réalise pas comment les choses existent réellement, et donc, sans s'en rendre compte, on va dans la mauvaise direction et on développe tout un tas d'attitudes qui sont contraires au bonheur. Donc, s- réaliser la vacuité, en fait, c'est extrêmement pratico-pratique. Il ne s'agit pas d'adhérer à des thèses ou à un concept de Bouddha. Bouddha n'a pas inventé la vacuité. Bouddha a mis des mots sur ce phénomène qu'est la vacuité. Tout comme Newton n'a pas inventé la gravité, d'accord? Newton a mis des mots sur ce phénomène physique, mais la gravité existait avant lui et après lui. Eh bien, idem, la vacuité est un processus naturel de l'esprit qui existait avant Bouddha et après Bouddha. Et simplement, Bouddha a mis des mots dessus et aujourd'hui les partage à travers des enseignants tels que Vénérable Geshe-la. Donc, un autre aspect que j'avais envie de partager, c'est que lorsque on a un fort jeu, et c'est vrai quand il y a des sensations désagréables qui se répètent, on sent là cette saisie, puis on saisit même à la permanence de cet état, on projette même que toute notre vie va être comme ça. Et bien sûr, on a besoin de compassion à ce moment-là. Mais notre compassion sans sagesse est aveugle, d'accord? La compassion sans sagesse est aveugle parce que la compassion, a besoin de s'ancrer, dans des méthodes claires pour abandonner l'origine de ces sensations, et c'est là où nous allons avoir besoin de la vacuité. C'est-à-dire que quelque part, la vacuité, donc cette sagesse qui réalise la nature des choses, hem, sans compassion est incomplète, ou en tout cas elle va manquer de but quelque part. Et donc c'est pour ça que la vacuité sans compassion, quelque part, est incomplète, et la compassion sans vacuité est aveugle. Donc on a besoin des 2, de l'amour, de la compassion et de la vacuité, quoi.
les 2. Donc un autre aspect, c'est de comprendre que, en fait, tous les phénomènes, tout ce qui se produit, hein, apparaît en relation de dépendance. Et donc en fait, si mon esprit change, ce qui va m'apparaître va changer. Donc oui, si aujourd'hui j'ai certaines émotions qui se répètent, c'est parce qu'il y a certaines causes et certaines conditions extérieures qui se répètent. Mais en changeant ces causes et ces conditions, eh bien c'est autre chose qui va apparaître. Donc c'est-à-dire qu'en créant des causes différentes, eh bien ce sont des effets différents qui vont apparaître. D'où l'importance eh bien, de comprendre cette mauvaise vue qu'est la saisie d'un soi. Alors peut-être que je ne l'ai pas déjà dit, et désolé dans ce cas-là, mais Heu, saisie d'un soi, en tout cas quand on parle du soi, du «je», du «moi», être, une personne, tout ça c'est synonyme, hein, dans le bouddhisme, hein. Donc comprendre quelque part que le «je» tel que nous le percevons habituellement, tel que nous définissons, nous pensons être, en fait, n'existe pas, va créer justement beaucoup d'espace, de liberté pour pouvoir changer. Parce qu'habituellement, on se voit comme figé, en fait, ou comme si on pouvait changer un peu, mais pas complètement, comme si on allait forcément revenir à un noyau de base quelque part, quoi. Et cette vue, elle est trompeuse et elle empêche finalement le développement, intérieur. Donc s'intéresser à la vacuité va nous permettre justement, eh bien, de comprendre qu'il est profondément possible de changer et notre, relation aux choses, à toutes les choses, hein, de tous les jours, en fait, les personnes, les environnements, tout, en fait, les objets même physiques. Eh bien, nous allons moins avoir besoin de les saisir, voyez? Au contraire, en examinant la nature profonde de chaque objet, nous allons pouvoir, prendre plaisir aux choses de la vie, mais sans les saisir, comme on dit. Donc c'est pour ça, bien que ça puisse, paraître être un thème parfois un petit peu trop intello ou encore on ne voit pas l'application concrète pour le quotidien, simplement en se familiarisant petit à petit, en lisant calmement des instructions telles qu'elles sont dans, le livre «Un bouddhisme moderne», petit à petit, nous allons voir vraiment l'application concrète pour le quotidien et notamment, pour la gestion des émotions. Pour, finir sur, ce podcast et j'avais envie de voilà, juste de redire des petits points déjà abordés, mais un peu sous forme des questions, quoi, avec, des réponses, qui j'espère seront claires et simples. Donc, est-ce que la vacuité dit que rien n'existe? Réponse claire: «Non». Non. La vacuité ne dit pas que les choses n'existent pas. Sinon, nos actions n'auraient pas de conséquences, il y aurait pas de relation, il y aurait strictement rien. Donc là, la vacuité dit que les choses existent de manière interdépendante. Donc, est-ce que ça ne rend pas tout inutile ou absurde? Eh bien non, en fait, c'est l'inverse, c'est complètement l'inverse. Parce que si les choses étaient réellement figées comme elles semblent l'être, eh bien en fait rien ne pourrait, bouger, changer. Donc, c'est complètement l'inverse. La guérison, le changement, être heureux est possible parce que tout dépend de causes et de conditions. Donc il n'y a pas d'existence figée, solide. Donc est-ce que ça veut dire que le moi, n'existe pas? Alors la réponse, là encore, c'est, heu, faux. Donc le moi existe, hein, moi est synonyme de personne, donc le moi existe, mais pas tel que nous le percevons habituellement comme une entité, séparée du corps et de l'esprit. Mais en fait, le jeu est un phénomène impermanent, c'est-à-dire qui change d'instant en instant parce que le corps change d'instant en instant et l'esprit lui-même, nos états d'esprit changent d'instant en instant. Donc oui, bien sûr que le moi existe, mais pas tel que nous le percevons habituellement comme une entité figée, solide, qui serait indépendante du corps et de l'esprit. Donc oui, bien sûr, heu, le moi existe, mais là, c'est bien une mauvaise conception du jeu que nous avons, d'accord? Donc le jeu existe, mais pas de son propre côté. Est-ce que la vacuité, ce n'est pas juste une idée philosophique? Faux, faux, car une idée philosophique, quelque part, ça pourrait être un concept sans qu'il y ait de réel changement derrière. Alors que là, la vacuité, eh bien, réaliser, hein, la nature des choses, va couper l'herbe sous le pied à toutes les perturbations mentales et donc, heu, nous amener, une joie, probablement que nous ne soupçonnons pas encore aujourd'hui. Mmh. Donc c'est tout l'inverse. C'est loin d'être une idée philosophique, mais c'est vrai. Elle va nous demander, de se poser, de réfléchir calmement. Oui, c'est vrai.
Faut-il méditer pour comprendre la vacuité? Une réponse très honnête, oui, 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 parce que c'est un objet caché, donc c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui nous apparaît forcément tout de suite, là, spontanément. Tout comme il y a certains états d'esprit, hein, heu, la colère, OK, je crois qu'on voit tous ce que c'est. Des colères refoulées, bon, un petit peu plus subtiles, oui. La culpabilité, c'est un esprit un peu complexe, un peu plus subtil à voir celui-là. Alors vous me direz, il y a certaines perturbations mentales, on les voit bien chez les autres, mais chez nous, plus difficile. Mais là, la vacuité, on peut le voir, par exemple, quand on a un fort jeu. Vous voyez, quand il y a un fort ego là qui se manifeste: «Oh bah, tu sais, moi et moi et moi». Donc là, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup en fait de 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 préoccupation de soi à ce moment-là et donc on voit qu'il y a un fort jeu qui ressort à ce moment-là, quoi. Et oui, nous allons avoir besoin donc, d'étudier, de se poser et de méditer pour justement avoir un esprit clair et petit à petit voir cette mauvaise conception-là que nous avons, des choses, quoi. Mais voilà, avec le temps, ça va se faire. On peut avoir confiance. Donc, il y aurait, probablement d'autres objections que nous pourrions avoir, mais, moi je crois que déjà là, il y a quelques idées, principales. Mais avoir confiance en le fait que la vacuité ne nous enlève rien, mais au contraire, elle va seulement enlever, ce qui nous fait mal en fait dans notre esprit, donc les perturbations mentales. Donc cette idée en fait que tout est solide, figé et que doit être absolument, comme on le croit. Donc avec un esprit ouvert, je crois que ça peut nous aider, à découvrir donc, ouais, c'est cette sagesse, quoi. Donc voilà, se termine ce podcast. J'espère que ça aura clarifié déjà un petit peu, quelques mauvaises compréhensions que nous pourrions avoir, sur la vacuité. Donc c'est un thème qui est beaucoup étudié dans nos centres Kadampa et Vénérable Geshe-la nous encourage justement à parler, le plus fréquemment possible de ce thème, car même si on ne comprend pas grand-chose, c'est pas grave en fait, juste sentir qu'il y a un trésor derrière et avec patience, petit à petit en fait, je crois qu'on voit de mieux en mieux, ce piège et beaucoup de joie en découle. Donc voilà pour, ce podcast. Je vous souhaite, plein de bonnes choses, pour aujourd'hui, quoi que vous, fassiez, où que vous soyez et au plaisir, de se retrouver, prochainement. Au revoir. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.